Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Jean-Louis Bourlange, essayiste, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse en ligne, blick.fr. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « La France a-t-elle gagné ?» Il est ainsi chapeauté. Après un deuxième tour marqué par la première place surprise de la gauche et la défaite du RN, la situation politique demeure très incertaine. Quelle que soit la majorité qui se dégagera, tout reste à faire. Le politiste Vincent Martini expose les grandes leçons que l'on peut tirer du résultat inattendu du deuxième tour des élections législatives avant de se pencher sur les scénarios politiques qui peuvent en découler. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 8 septembre et les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Et dans notre série « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné », nous mettrons en ligne mercredi le deuxième de nos entretiens avec Sophie Cazot, journaliste à BFM TV en ligne et chargée de l'observation du grand petit monde des influenceuses et des influenceurs. Qui sont ces 150 000 TikTokers, YouTubeurs et autres nouveaux venus ou plus ou moins nouveaux venus sur la scène d'Internet? Que promeuvent-ils? Comment se rémunèrent-ils? Quelles sont les figures saillantes de leur univers et comment cet univers est-il ou n'est-il pas régulé? Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Abordons maintenant le premier des deux sujets que nous avons prévu de mettre à l'ordre du jour de notre conversation, la fin du présidentialisme en France. Le second sujet consistant à nous demander en quoi ces élections modifient notre image et notre poids en Europe et dans les instances internationales. Le président de la République, en dissolvant l'Assemblée nationale le 9 juin, souhaitait clarifier la situation politique. Or, la dissolution a donné une Assemblée sans majorité et divisée en 3 blocs. Le nouveau Front populaire a obtenu 182 sièges avec une majorité d'insoumis, encore que les calculs soient en train d'être faits et que chacun essaye de faire que son groupe soit comme la grenouille de la fable, 59 socialistes, 28 candidats d'Europe Écologie Les Verts, 9 communistes et 12 divers gauche. Le groupe du centre en totalise 168, là encore avec sous réserve de la formation définitive des groupes, 102 députés sous l'étiquette Renaissance au moment de leur élection, 33 Modem, 25 Horizon, 8 divers droite. Le parti de Jordan Bardella remporte 143 sièges, 126 du Rassemblement national et 17 les Républicains Rassemblement national, alors que les sondages d'entre-deux tours lui prédisaient une large victoire allant de la majorité relative aux 289 sièges de la majorité absolue. Bien que les espoirs du parti d'extrême droite se soient envolés à l'annonce des 10 résultats, celui-ci réalise son meilleur score à des élections depuis sa création en 1972. En 2022, le Rassemblement national comptait 89 sièges et reste aussi la droite avec 60 sièges, dont 45 républicains. Les députés sortants reconduits représentent 73%, soit 3 fois plus qu'en 2017. C'est un record depuis 1958. En tout, 155 circonscriptions ont changé de couleur politique. La participation enregistrée à ces élections est aussi haute au premier qu'au second tour, 66,6 et 66,7%. Si cela reste inférieur au second tour d'une élection présidentielle, cela représente 20 points de plus qu'aux législatives de 2022. La première séance de la 17e législature de la Ve République ouvrira le 18 juillet, le deuxième jeudi qui suit son élection, comme le veut la Constitution. La nouvelle Assemblée élira alors son président à bulletin secret, majorité absolue dans les 2 premiers tours, relative au suivant. Dans la foulée, les déclarations politiques des groupes et leur composition seront remises au secrétariat général. Et le lendemain, ce sera au tour du bureau de l'Assemblée d'être désignés. Les postes seront répartis et les candidatures aux 8 commissions permanentes déposées. La coalition présidentielle a perdu bon nombre de députés. Ses principaux leaders se sont éloignés du président.
La nouvelle composition parlementaire impose au pouvoir exécutif de collaborer avec une assemblée fragmentée. Dans une lettre adressée aux Français, publiée par plusieurs journaux régionaux ce mercredi, Emmanuel Macron a appelé les forces politiques républicaines, je cite, à un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. Ce que les Français ont choisi par les urnes, le Front républicain, les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes, précise-t-il. C'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, puis sera en charge des affaires courantes. Vous avez appelé à l'invention d'une nouvelle culture politique française. En votre nom, j'en serai le garant, conclut Emmanuel Macron. Sur cette question, Richard Verly. Question difficile, surtout pour un journaliste un peu étranger comme moi, qui systématiquement s'étonne de certaines réalités françaises et qui a de la peine, finalement, à les comprendre. D'abord, pour répondre à cette question, il faudrait savoir qu'est-ce que vous entendez, Philippe, par présidentialisme ? Est-ce que les Français ont, par ce vote, voté contre l'existence d'un président puissant tel que décrit par la Constitution de la Ve République ? Je ne le crois pas. Je ne vois nulle part dans ce vote un vote de censure ou de défiance contre l'institution présidentielle telle qu'elle est présentée, définie par l'actuelle Constitution. Je crois que ça continue, il n'y a pas de rébellion contre la fonction. Il y a au contraire, peut-être même un signe de confiance dans la capacité du président à comprendre les nouvelles réalités politiques et à pouvoir y répondre. En tout cas, c'est mon sentiment. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que le présidentialisme vu, traduit, exprimé par Emmanuel Macron ? Au fond, c'est peut-être ça la question. Assiste-t-on à la fin du présidentialisme à la Emmanuel Macron ? Et dans ce cas, oui, je pense qu'il y a une demande que ça se finisse, mais je pense que le principal intéressé n'est pas d'accord pour en finir. Oui, il y a une demande d'en finir avec un président qui, au fond, n'en fait qu'à sa tête, qui, depuis l'élection législative de 2022, n'a pas su ou n'a pas voulu, peut-être que Jean-Louis Bourlange pourra nous en dire plus, n'a pas voulu tirer les conséquences de cette demande qui était déjà là, de plus de parlementarisme, de plus d'ouverture, de constitution d'une coalition. Il n'y a pas répondu. Même s'il y a eu le dialogue de Saint-Denis, je sais que c'est la réponse qui est faite, il y a eu la convocation des partis politiques, mais personne n'a eu l'impression que c'était de nature à susciter un parlementarisme. Donc oui, il y a un rejet, je crois, de la fonction présidentielle telle qu'exercée par Emmanuel Macron, puisque dans son cas, elle s'accompagne aussi de décisions abruptes, difficiles à expliquer, prises de manière quasiment, je dirais, inopinée et à la surprise générale. Donc si je voulais résumer, je dirais que pour moi, cette élection législative, elle ne met pas fin à la volonté d'un président fort en France et d'un président qui est capable d'incarner la continuité de l'État. Elle ne signifie pas, je crois, que les Français veulent revenir à la 4e République. Elle signifie juste une forme de lassitude par rapport à un président que l'on ne comprend plus, qui se mêle de tout et dont la cohérence est devenue, pour un grand nombre d'électeurs, totalement invisible. Akram Belkaïd. Ce qui m'a frappé pendant cette campagne, j'ouvre une parenthèse, un petit pas de côté, dans les discussions sur le terrain et notamment dans certains quartiers populaires, c'est la perception que beaucoup de gens qui parfois ne vont pas voter ou préfèrent s'abstenir ont justement du système politique français, avec cette conviction, et là je rejoins Richard, que en fait le plus important c'est l'élection présidentielle, que c'est le président qui compte et que, ma foi, on ne comprend pas très bien à quoi sert le Parlement et que tout ça est une organisation politique bien compliquée. Pour moi, ça pose la question, je dirais, de la politisation, pardon pour ce terme, des gens,
des Français et des Françaises, du fait politique, de leur habitude au fait politique. Ils sont sollicités de manière régulière pour des élections dont parfois ils ne saisissent pas toujours tous les enjeux et s'en désintéressent, ou signifie qu'ils considèrent que voter ou pas ne résout pas des problèmes. Et c'est vrai que pour eux, la fonction présidentielle demeure, je dirais, le pivot de tout ce qui fait le pays. Et à partir de là, ça pose un problème pour les partis politiques quand il s'agit de faire comprendre pourquoi cette élection législative anticipée était aussi importante. Alors cette fois-ci, il s'est joué quelque chose, bien entendu, les appels au barrage, la mobilisation. On a eu un taux d'abstention bien plus supérieur à d'habitude, donc le ressort a joué. Mais il n'a joué que parce qu'on a incité les gens à aller voter, à faire barrage. On a eu la campagne entre les deux tours. On s'est soudain souvenu, contrairement aux semaines précédentes, que parmi les candidats du RN, il y en avait quelques-uns qui avaient écrit des horreurs sur leurs comptes et leurs réseaux sociaux, alors que jusque-là, le discours ambiant de certaines personnalités était quand même de donner un quitus honorable et républicain à ce parti. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui se joue, à la fois le fait de saisir le fondement même de ce que sont les institutions de ce pays et cette polarisation, en fait, cette obsession de l'élection présidentielle, puisque d'ailleurs, quand on regarde les commentaires des confrères, une fois qu'on a eu cette élection, on voit la date de 2027 revenir de manière permanente. C'est le grand rendez-vous, c'est le grand rendez-vous auquel tout le monde pense, quelles que soient les péripéties qui vont suivre dans les semaines et les mois qui viennent. Nicole Nisetto. Oui, moi je voudrais rassurer Richard Verly, je me sens aussi très suisse en ce moment parce que je ne comprends plus grand-chose à ce qui se passe dans mon pays. Mais je voudrais commencer par un rappel de prudence. Chaque fois qu'il y a une crise politique en France ou un choc politique, on dit que c'est la révolution et que le système a changé. Je rappelle, en 2017, on avait tous prévu la fin du bipartisme politique après l'élection d'Emmanuel Macron sur le thème ni droite ni gauche ou le thème en même temps. Donc la fin de la séparation de la vie politique française en deux grands groupes. Or, en 2024, mais c'est ce qui se passe. En 2024, l'opposition droite-gauche revient plus fort que jamais, simplement composée aux extrêmes. Donc, on est de nouveau dans un clivage droite-gauche absolument terrifiant. Deuxièmement, en 2018, avec les Gilets jaunes, Macron lui-même et les commentateurs avaient dit c'est fini, la verticale du pouvoir, l'exercice jupitérien de la politique. Il est descendu dans l'arène, il a fait des grands débats. Maintenant, on allait voir une autre façon de gouverner. Or, en 2024, qu'est-ce qu'on voit ? Une décision la plus hyper individualiste par un président hyper solitaire qui est la dissolution de l'Assemblée. Donc, la fin du présidentialisme et le début d'un parlementarisme, puisque certains commentateurs, et non des moindres, l'appellent de leur vœu, tout ça me paraît aussi des conclusions un peu hâtives. Je dois dire, moi je suis très sceptique sur la création d'un nouveau système plus parlementaire que ce que ça n'était autrefois, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça n'est pas notre culture et que les Français ne vont pas changer en 2 semaines ou pour 2 ans de culture politique. Notre culture à nous, sur le plan social, c'est la grève, c'est pas la concertation avec le patronat, et sur le plan politique, c'est l'opposition frontale, c'est pas l'invention de compromis ni fait ni à faire. Il y a eu une exception qui était l'union de la gauche, mais Mitterrand l'avait faite pour pouvoir mieux tuer ensuite le Parti communiste. Donc c'est pas notre culture. Et quand on voit les déclarations de LFI qui dit moi je veux bien participer à une coalition, mais il faut appliquer tout le programme du nouveau Front populaire. Quand on voit les LR qui disent nous on a un projet de gouvernement, mais on fera aucun compromis avec les autres, on se dit que vraiment la naissance d'un nouveau parlementarisme n'est quand même pas aujourd'hui d'actualité. Deuxièmement, et ça Akram l'a très bien dit,
tous les partis, en particulier les chefs de parti, ont les yeux maintenant fixés sur 2027, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Et donc, ça reste quand même la référence ultime. Et certains partis politiques vont refuser de faire des compromis que peut-être ils auraient pu faire, refuser de faire des compromis pour ne pas perdre d'éventuels électeurs lors des élections de 2027. Et troisième raison, enfin, je pense que le président de la République, qui est effectivement très affaibli, va au contraire renchérir sur l'exceptionnalité présidentielle que lui confère la Ve République, en renchérissant sur les questions qui sont de son domaine propre, la défense et la diplomatie. Il faut dire que le contexte géopolitique s'y prête beaucoup. Il était à l'OTAN cette semaine, il sera à Londres la semaine prochaine pour la grande conférence de la communauté politique européenne. Et je pense que le président va s'accrocher à ce qui reste de présidentialisme, par exemple, par des grandes initiatives diplomatiques. Moi, je n'exclus pas une initiative diplomatique sur Israël-Gaza. Je n'exclus pas non plus une initiative diplomatique sur l'Ukraine, parce que, dans son domaine réservé, il peut reprendre le pouvoir. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicole sur la tradition française, car il y a deux traditions. Nicole a tout à fait raison sur la tradition Ve République, mais on a quand même d'autres habitudes. La République française s'est enracinée sous la Troisième, ce qu'on appelait la République opportuniste, qui n'est pas un très joli mot, mais ce qui voulait dire la République pragmatique, et qui était fondée sur des négociations permanentes, celles de Ferry, de Gambetta, de Grévy, de Waldeck-Rousseau, et qui étaient fondées sur des recherches d'alliances. Et la 4e République, qui évidemment a souffert d'une très grande faiblesse institutionnelle, n'en a pas moins un bilan assez impressionnant en matière européenne, par exemple, mais également économique et également de sécurité internationale avec l'Alliance Atlantique. Elle était fondée sur la troisième force, c'est-à-dire sur des accords entre les socialistes, les démocrates chrétiens et les libéraux. Donc il y a quand même deux traditions. Mais ce qui me paraît frappant, c'est d'abord, ça nous remet tout à fait en plein dans le paysage l'ambiguïté fondamentale de la Ve République. Moi, je me rappelle, quand j'étais à Sciences Po, j'ai connu ma femme, la regrettée Angéline, et nous sommes tout de suite confrontés sur des problèmes, c'est très, très, très digne pour des gens qui allaient se marier, sur des problèmes constitutionnels. C'est-à-dire que moi, je suivais le cours de François Gauguel, qui disait: la Ve République, c'est le président, c'est lui qui a les pouvoirs centraux, les pouvoirs des chefs des armées, etc. Et il est élu au suffrage universel, donc c'est lui le maître du pouvoir. Et Angéline lisait, elle, un auteur plus traditionnel, tradition républicaine, qui était Gicquel, qui disait: la Ve République est fondée sur une confusion absolue entre une fonction arbitrale, traditionnelle, du président au-dessus des pouvoirs, mais garant du pouvoir, mais n'exerçant pas le pouvoir gouvernemental, et ce qu'il est devenu sous la matrice du général de Gaulle. Donc, et quand on voit la Constitution, on a 58. La Constitution de Michel Debré, c'est lui qui l'écrit, c'est une constitution parlementaire. Michel Debré dit au Conseil d'État: le seul pouvoir du président de la République, c'est, en cas de désaccord entre le gouvernement et le Parlement, exprimé par une motion de censure, c'est d'arbitrer, de dire: si je suis d'accord avec l'Assemblée, je change le gouvernement. Si je suis d'accord avec le gouvernement, je dissous l'Assemblée. Là s'arrête son pouvoir. Évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et 62 rétablit le président de la République au centre de cette monarchie élective, que d'ailleurs décrit en termes assez curieux sur le plan de l'équilibre républicain le général de Gaulle dans une conférence de presse célèbre qui était, je crois, de janvier ou de février 64. Ensuite, on a, ça c'est le premier point, donc vers quoi on s'oriente? On a cette écharde dans la chair, ou ce caillou dans la chaussure depuis le début. Ensuite, on a 3 moments, et c'est là où il s'est passé quelque chose. On a 3 moments différents dans l'histoire de l'équilibre entre le pouvoir présidentiel et le pouvoir parlementaire. On a la phase de convergence. Ve République à l'âge classique, la majorité législative correspond à la majorité présidentielle et le Parlement soutient l'action du président de la République. Puis, on a la phase opposée.
un président avec une majorité d'un côté, un Parlement avec une majorité de l'autre, avec des alternances. D'ailleurs, ça peut être majorité de gauche contre président de droite, président de gauche contre majorité de droite, peu importe. À ce moment-là, on a inventé un système de partage du pouvoir. La cohabitation, le gouvernement appuyé sur le Parlement mène la politique intérieure et le président garde la haute main sur la politique extérieure. Bon. Et puis, ce qui s'est passé, et c'est là où on a vu il y a une faute importante d'analyse et d'attitude du président de la République, c'est qu'on est arrivé à une troisième phase beaucoup plus compliquée à gérer, où le président n'a pas en face de lui une majorité hostile, mais il a simplement une majorité relative qui ne lui permet pas véritablement d'avancer sur le plan législatif sans difficulté, mais qui, en même temps, ne le délégitime pas complètement. Et là, cette situation, elle avait été côtoyée par François Mitterrand lors de sa réélection, où il avait une majorité trop courte, ça fait une insuffisance de majorité, et il en avait déduit, avec beaucoup d'intelligence et de sang-froid, qu'il pouvait nommer quelqu'un comme Rocard, pour lequel il n'avait aucune amitié, aucune forme d'estime et d'amitié. C'était donc pas du tout son choix, mais il le nommait parce qu'il disait, lui, il va fabriquer, avec notamment l'appui du regretté Guy Carcassonne, qui était son conseiller parlementaire, qui est génial conseiller parlementaire, il va fabriquer une majorité d'idées. Effectivement, ils ont construit, Rocard, avec Méhaignerie, avec les centristes, des réformes. Par exemple, la CSG, elle est sortie de cette matrice. Et là, ça impliquait, et je crois que Macron, au lendemain de l'élection législative d'il y a 2 ans, aurait dû tirer toutes les conséquences de la situation et dire il faut que le foyer générateur de la politique intérieure française soit, pas contraire à mes options, mais revienne à Matignon, et que Matignon fabrique quelque chose, une majorité parlementaire. Ça impliquait que je me mette en retrait, et ça, manifestement, il le voulait pas. D'où maintenant la situation, il est un peu confronté à cette situation, mais je dois dire que je ne crois pas qu'il puisse s'effacer complètement. D'abord, il est légitime institutionnellement, il a des pouvoirs importants qu'on peut lui contester, et deuxièmement, il est nécessaire parce que la crise, elle est au Parlement. Elle n'est pas à la présidence. La présidence, elle est là. Le président est amoindri, affaibli, un peu discrédité, etc. Mais il est institutionnellement pleinement valide, alors que l'Assemblée est divisée en 3. Qu'elle ne produit pas de majorité évidente, et que là, la culture, je termine, la culture, la crise de culture qu'évoquait Nicole joue. C'est-à-dire que le président dit dans sa lettre mettez-vous d'accord. Et Nicole dit oui, mais on n'a pas l'habitude de faire de la conciliation, de la confrontation. Donc il faut combiner les deux choses. Il faut combiner un Premier ministre qui soit effectivement l'artisan de ce rapprochement, et qui permettent au Parlement de trouver son équilibre, tout en gardant le pouvoir présidentiel. Le seul problème, et je terminerai par là, c'est que le président est politiquement très affaibli, qu'on ne sait pas très bien de quel équilibre politique il est aujourd'hui porteur, et ça fait peser sur l'ensemble crise politique au sein de la présidence et éclatement de l'Assemblée en trois forces dont aucune ne l'emporte sur l'autre, en réalité, crée une situation extrêmement dangereuse. Richard Verly. Oui, Jean-Louis a très bien résumé la difficulté actuelle du Parlement, mais je voudrais, puisque la question posée, c'était celle du présidentialisme, revenir quand même sur ce que j'appelle, parce qu'il est en fonction actuellement, le présidentialisme à la Macron. Il a quand même 2 problèmes, je pense, le président aujourd'hui, pour redonner confiance en lui. Parce qu'encore une fois, à mon avis, l'institution n'est pas mise en cause. Je ne vois pas de mise en cause majeure de l'institution présidentielle, d'autant, comme l'a très bien expliqué Jean-Louis, que la Constitution peut permettre différents types d'appréciation. La première difficulté qu'Emmanuel Macron a, c'est que il me semble que beaucoup de partenaires politiques ne lui font pas confiance et même le soupçonnent de vouloir faire des coups. C'est-à-dire, il reste perçu comme quelqu'un qui va toujours essayer de faire un
coup, c'est-à-dire de surprendre, de faire un pas de côté brutal, de chercher à tirer son épingle d'un jeu déjà très compliqué. Ça, c'est problématique parce que dans la période actuelle, il devrait donner des gages, des gages non pas seulement d'impartialité, parce que ça, ce n'est pas possible, il a quand même été élu sur un programme, mais des gages de respect. Or, on a l'impression qu'il ne respecte pas toutes les forces politiques de la même manière. Il a quand même dit des mots pendant la campagne, rappelez-vous, accusant la France insoumise d'instiguer la guerre civile, de faire de l'immigrationnisme, etc. Et puis il y a eu le barrage républicain au Rassemblement national qui rejette le Rassemblement national hors de la sphère des partis acceptables. Puis la deuxième difficulté qu'a Emmanuel Macron, à mon sens, elle est pour le coup institutionnelle et personne n'en a parlé ici, c'est qu'il ne peut pas se représenter. Autrement dit, il n'a pas le levier qu'avaient avant lui d'autres présidents. Tout le monde sait que son mandat se termine dans 3 ans, un peu moins de 3 ans, et plus on va avancer vers cette échéance, plus chacun va penser, comme le disait Akram, à l'échéance présidentielle. Ça devrait l'aider. Mais ça devrait l'aider parce je ne qu'il vois menace pas en plus quoi. Personne. Oui, mais je ne vois pas en quoi ça peut l'aider parce que si vous voulez obtenir des résultats de la part d'une formation politique, le rapport de force est quand même indispensable. Et le rapport de force, il n'en a plus les moyens. Donc, le caractère et sa situation institutionnelle, faut qu'aujourd'hui, ce présidentialisme, à mon avis, est un présidentialisme boiteux. Akram Belkaïd. Oui, je suis d'accord avec Richard. Je dirais même que c'est au-delà de la volonté de faire des coups. Il y a une volonté manifeste et assez frappante d'ailleurs de transgression récurrente sur tous les domaines. C'est-à-dire je l'ai déjà cité cet exemple dans cette émission, mais moi il m'avait frappé, c'est sa déclaration à Alger sur la colonisation en tant que crime contre l'humanité. Souvenez-vous de ce que ça avait provoqué. C'était dans le discours habituel des hommes politiques français, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Et puis bon, et après, il a battu en retraite. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de secouer les choses pour le plaisir de les secouer et qu'importe le résultat, témoin la décision de dissoudre l'Assemblée. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette lettre qu'il a adressée aux partis politiques, où il décide qu'il n'y a pas de vainqueur et où il dit « entendez-vous ». Alors certes, il n'y a pas de majorité absolue, mais l'arithmétique est l'arithmétique et il aurait dû au moins en tenir compte. Mais comme l'a dit Richard, on sent bien que pour Emmanuel Macron, il est hors de question qu'il y ait un Premier ministre issu de LFI à Matignon ou qu'il y ait un Premier ministre qui apporte dans ses valises des ministres France Insoumise. Et ça, on sort de la fonction arbitrale. On a les mains dans le cambouis. Et ça, c'est de mauvais augure pour la suite. Parce que ce n'est pas au président de la République de décider quel genre d'alliance doit, quoi qu'on en pense, quelles que soient les idées politiques qu'on ait, ce n'est pas au président de la République de décider quelle doit être la forme de la coalition, parce qu'on va peut-être arriver à ça, même si effectivement ce n'est pas la culture française, de décider quel type de coalition doit tenter de mettre en place un gouvernement et de voter les lois, etc. C'est voilà le sens de ce qui a été dit et fait ces derniers temps. Nicole Nisotto. Oui. D'abord un mot pour répondre à Jean-Louis sur la deuxième tradition française. Oui, c'est vrai. Sauf qu'on a aujourd'hui des élites, entre guillemets, politiques qui n'ont aucune culture historique, aucune référence historique du tout. Oui, donc, c'est comme si ça n'existait pas dans leur tête. Deuxièmement, pour répondre à Akram, je ne suis pas d'accord. Je pense que le président de la République a quelque chose à dire sur les valeurs de la République.
Et donc, ça m'arrive rarement de le défendre, mais là, sur la lettre, quand il dit deux choses, d'une part que personne n'a gagné, c'est vrai, en termes constitutionnels, personne n'a la majorité absolue, donc personne n'a gagné. Et quand on regarde le score de LFI au sein de la gauche, qui est à peu près à 78, je crois, députés, bon, c'est peut-être bien, mais c'est beaucoup moins que Renaissance. C'est moins qu'avant. Et c'est moins qu'avant, c'est moins que Renaissance, et c'est moins que le Rassemblement national. Donc, en termes mathématiques, LFI n'a aucune légitimité pour revendiquer le rôle de Premier ministre. Et deuxièmement... Moi, je parle du Front populaire, du nouveau Front populaire. Moi, je parle de LFI au sein du Front populaire qui revendique le Premier ministre avec Madame, j'ai oublié son nom... Oui, sous prétexte qu'il est le premier parti de la gauche. Mais il est le premier parti de la gauche, mais le dernier pratiquement au sein de l'ensemble du Parlement. Donc, je trouve que là, le président a un peu raison. Et deuxièmement, là j'ai oublié, attendez. Deuxièmement, sur les valeurs, je pense que c'est le rôle du président de la République de dire je ne prendrai pas un Premier ministre qui ne respecte pas les valeurs de la République, sur l'antisémitisme notamment, sur un certain nombre de choses, sur l'islamophilie, etc., etc. Donc, là, je trouve que le président est dans ce rôle. Mais comme on est en train de parler d'Emmanuel Macron, je vais me taire, parce que tout ce que j'aurais à dire est tellement négatif que je n'oserais pas à ce micro. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis d'accord avec Akram sur un point précis. C'est le fait qu'il y a contradiction entre le goût de ce qu'on appelle maintenant, d'un mot étrange, la disrupture, la rupture, la provocation et la fonction présidentielle, qui est une fonction arbitrale, de garant, de réduction des tensions, etc. Là, je crois qu'il y a un vrai problème d'adéquation psychologique à la nature du mandat. En revanche, je ne suis pas d'accord avec vous, cher ami, sur le fait qu'il y a une majorité. Il n'y a pas de majorité. Il y a trois groupes qui sont... Le premier groupe, c'est de très loin en termes de voix, le Rassemblement national, qui, si on était à la proportionnelle, n'aurait pas 143 députés, mais 200. Le groupe Front populaire sera composé, parce que ce qui compte au Parlement, ce sont les groupes parlementaires. Ce sont les groupes parlementaires. Il y aura un groupe LFI, un groupe communiste, un groupe vert, un groupe socialiste. On voit bien que tous ces groupes, ils ne sont pas d'accord entre eux, et de toute manière, ils sont aussi minoritaires que les autres. Que la majorité sortante, n'oubliez pas que la majorité sortante, que les députés LR ont été élus pour une grande majorité d'entre eux avec le concours de la majorité sortante, qui n'a pas présenté de candidats contre eux. Donc on est bien dans une situation de fragmentation. C'est-à-dire pour ça que je ne pensais pas qu'il y aurait dissolution. Parce que quand on a une organisation aussi tripartisane de la Chambre, il est évident qu'une dissolution était une promesse de non-majorité et donc de difficultés accrues. Mais apparemment, la disrupture a travaillé le président de la République, il en a décidé autrement. Et là, je trouve qu'il est fondé, notamment, à prendre un peu son temps, pas trop, mais il faudrait quand même attendre que l'Assemblée, c'est l'Assemblée, le pouvoir, qu'elle soit constituée. Elle va être constituée le 18, on va élire un président ou une présidente. Le 19, on va élire le bureau et les vice-présidents. Le 20, on va élire les présidents de commission. On aura des groupes et à ce moment-là, on pourra voir ce qu'il en est. Mais pour l'instant, et il est normal, et là on revient à nos deux cultures, il est normal, on voit bien que aujourd'hui, les forces qui ont gagné ce prétendu front républicain, ils ne sont même pas d'accord pour se mettre ensemble autour d'une table. Alors c'est prometteur. Donc il est certain que le président a un rôle à jouer de nommer un Premier ministre qui soit un catalyseur. On verra s'il le fait. C'est une situation très difficile, mais je ne pense pas... je pense que ceux qui ont abusé dans cette affaire, c'est Mélenchon, qui a dit de façon absolue, avec talent, un aplomb et un talent extraordinaire, c'est nous qui avons gagné, tout le programme, rien que le programme, etc. De qui se moque-t-on ? Qui peut penser que ce programme corresponde à ce que veut la majorité du peuple français ? Je veux juste disrupter sur ce que vient de dire Jean-Louis. Je ne trouve pas du tout que Mélenchon ait du talent. Je trouve qu'il a l'air d'être une copie. On a l'impression que c'est une caricature. On a l'impression qu'il est exactement comme le type qui jouerait à être le démagogue. Voilà. Donc non, mais c'est un fou qui se prend pour Mélenchon. C'est ça, absolument. Akram Belkaïd. Alors, deux choses.
Deux choses. Akram Belkaïd. Deux choses rapidement sur Mélenchon, avec lequel j'ai beaucoup de désaccords, notamment sur la Syrie, par exemple, sur sa position sur la Syrie. J'aimerais tout de même dire et rappeler que sa prise de position au soir du premier tour a tout de même été très importante dans le conditionnement et dans la création d'un barrage à l'extrême droite. Et j'en profite pour dire que, comme à chaque fois, les électeurs de gauche ont joué le jeu, comme à chaque fois, comme en 2002, comme en 2017 et comme en 2022. L'inverse est pas toujours évident, puisque les statistiques montrent qu'on est à 30-40% d'électeurs de droite qui ont accepté de faire barrage quand c'était un candidat de gauche et que ça monte à 60-70% à l'inverse. Je voudrais aussi, le deuxième point, réagir sur la question des valeurs morales. Et moi, je vais dire du mal de Macron, parce que on se pose en défenseur des valeurs républicaines, et puis qu'apprend-on ? On apprend que certains composants de la majorité présidentielle dînent avec le Front National, avec l'aval et la participation de l'Élysée. Je pourrais remonter aux déclarations sur Pétain, etc. et tout. Ce qui m'intrigue et m'inquiète, c'est ce double standard. C'est-à-dire que ce qu'on reproche à l'autre, on le fait quand même aussi. Et ça, les électeurs le voient, l'entendent, et cette affaire de dîner à l'Élysée avec le Rassemblement national, ou enfin de dîner de membres de la majorité présidentielle avec le Rassemblement national, va avoir beaucoup d'impact sur la normalisation qui est en cours, on le sait très bien. On aurait pu parler de la droite et de la recomposition de la droite, mais de la normalisation à pas avancé du Rassemblement national. Je disrupte cette fois-ci avec Akram. Je ne suis pas sûr que la position de Mélenchon ait été aussi importante. Je pense que celle de Ruffin a joué un rôle plus important et que Mélenchon, crainte de ce que Ruffin et avec Ruffin, tous ceux qui commençaient à s'éloigner de lui ou qui s'étaient déjà éloignés de lui, que Mélenchon a choisi ce train-là, mais que pense que ça n'était pas nécessairement son premier choix. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il ait eu l'importance que Akram lui prête. Richard Verly. C'est intéressant parce que aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon se retrouve paradoxalement l'arbitre ou un des arbitres de la situation, puisqu'on attend sa parole. Il a réussi à imprimer, si quand même, Nicole fait le signe non, si, la gauche est suspendue à la parole de Mélenchon. Le nouveau Front populaire est quand même tout à fait otage de la parole de Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde est suspendu à la parole de tout le monde, actuellement. Peut-être, mais en tout cas, du côté du nouveau Front populaire, on voit bien qu'ils sont coincés. Et là, je trouve qu'il y a effectivement, puisqu'on mettait les responsabilités, mais c'était normal puisque la question était sur le présidentialisme. On s'intéressait donc à Emmanuel Macron, mais on peut s'intéresser à d'autres acteurs. Et il est évident que Jean-Luc Mélenchon, dans un contexte comme celui-là, tout comme les autres leaders de formation politique, a une responsabilité particulière. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas montré la volonté d'aller dans le sens d'une coalition qui supposerait de la part de la France insoumise de sérieux compromis. Et moi, à titre personnel, c'est un regret que j'ai comme observateur. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, s'il avait, peut-être va-t-il le faire d'ici à ce que cet épisode soit diffusé, mais s'il avait très vite, après l'élection, donné des signes qu'il n'était pas là exclusivement pour défendre les intérêts de la France insoumise et au sein de la France insoumise de ce qu'on pourrait appeler son groupe, son clan, certains disent même sa secte, s'il avait clairement dit qu'il comprenait les réticences vis-à-vis de la France insoumise et que l'important c'était de faire gagner le Front populaire sur telle ou telle base avec d'autres personnalités, je pense que ça aurait été un signe intelligent d'émergence d'un parlementarisme possible. Donc, le comportement d'Emmanuel Macron, il est à bien des égards inexcusable, mais le comportement de Jean-Luc Mélenchon lui fournit un solide alibi au président. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais répondre à Akram. Moi, j'ai évidemment aucune forme de complaisance et jamais eu la moindre idée de voter pour le Rassemblement national, mais je crois que la situation aujourd'hui n'est pas la situation de la France économique, politique,
internationale n'est pas une solution, n'est pas une situation marquée par une sorte de front républicain global qui serait d'accord face à un danger privilégié qui est le Rassemblement national. Je pense que que ce que représente en termes de choix la France insoumise est infiniment dangereux. Et d'ailleurs, sur bien des points, ne serait-ce que sur la question ukrainienne, sur bien des points convergents avec l'attitude du Rassemblement national, et que les réticences que distingue Akram, qui sont vraies, à l'idée de se mobiliser contre un adversaire unique, elles tiennent précisément à cette unicité. Moi, je suis de ceux qui considèrent que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il écrit sur la République, et notamment sur la façon d'arriver au pouvoir de Chavez, ce qu'il pense de la laïcité, ce qu'il pense des équilibres internationaux, notamment vis-à-vis de Poutine, ce qu'il pense des Juifs, ce qu'il pense du wokisme en général, constitue une menace et ce qu'il pense même de l'économie, mais enfin ça c'est plus technique, on peut l'estimer, constitue une menace d'égale gravité et sans doute beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus organisée. On a vu la fragilité de Bardella et de Marine Le Pen dans ces élections que le Rassemblement national. C'est pourquoi le nini me paraît, pour ma part, tout à fait justifié. Et je crois que la crise, la raison de la crise fondamentale aujourd'hui, c'est que le Parti socialiste s'est fait refiler par négligence, parce qu'il considérait qu'il n'arriverait pas à avoir la majorité, s'est fait refiler un programme qui est celui de LFI, dont ils ne peuvent pas se dédire, parce que Mélenchon, qui joue parfaitement son rôle, et je crois qu'il a, à juste titre, le brandit, disant « vous avez signé, vous appliquez », donc ils sont, et que d'autre part, ils pèsent sur les élections, les élections municipales, ils pèsent sur les choix, sur l'avenir du Parti socialiste, donc les socialistes sont, si j'ose dire, faits aux pattes par LFI, et en plus, ils n'en veulent pas, ce qui explique l'extrême difficulté du Front populaire à arbitrer. C'est là, l'erreur de Macron, ça a été de dissoudre, de provoquer donc une aggravation du tripartisme. L'erreur des socialistes et de Glucksmann, qui semble revenir sur ce choix, sur sa faiblesse initiale, c'est d'avoir consenti en échange des circonscriptions. La négociation a été marrante. Il y avait un collège pour les circonscriptions. Ils étaient tous extrêmement forts. Les socialistes spécialistes ont très très bien défendu leur jeu en matière de circonscription. À côté, il y avait un collège pour le programme. Tout le monde s'en foutait. Quand ils sont mis d'accord sur les circonscriptions, les types sont arrivés. Voilà, on est mis d'accord là-dessus. On signe et puis c'est fini. Et maintenant, ils ont effectivement bien réussi sur le plan des circonscriptions et ils ont cette espèce de loi de Torah dont personne ne veut se départir. Et de l'autre côté, Wauquiez, c'est la même chose. Il n'arrive pas, il veut être membre d'un groupe indépendant, alors qu'il doit reconnaître que les 2/3 de ses membres ont été élus avec le concours de la majorité sortante. Nous sommes dans une pièce de Pirandello. Chacun cherche son rôle, chacun cherche son auteur. Oui, à propos du programme et des rapports des socialistes, c'est que le programme, ça me fait penser à cette blague qui dit, l'histoire d'un garçon qui dit « je n'aime pas les haricots ». C'est dommage parce que si je les aimais, j'en reprendrais. C'est à peu près ça. Nicole Lisoto. Oui, des remarques comme ça en cours de notre discussion sur Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis quand même très étonnée. Il n'est pas élu, il n'est candidat, il n'était pas candidat, il n'est rien. Il n'est ni député, ni sénateur, ni maire, ni rien du tout. Or, on accorde à son discours, son personnage, une importance politique qui, à mon avis... C'est le talent. Non. C'est peut-être une caricature, mais c'est du talent. Je peux finir. C'est pas seulement le talent, c'est aussi comment dire, la personnalisation d'une disruption, si je puis dire, extrême, d'une expression d'opposition. Mélenchon, c'est du côté de la gauche, ce qu'est Macron du côté du président, c'est-à-dire l'idée qu'il faut faire de la provocation, il faut surprendre. Donc Mélenchon, il est pour Gaza, antisémite, islamophile, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le premier point, mais en tout cas, il n'est rien. Pour moi, il n'est rien. Deuxièmement, sur toujours Mélenchon, je ne crois pas qu'il est piégé, que LFI ait piégé le PS par un programme. Le PS est coupable.
plus que coupable d'avoir abandonné tous les programmes sociaux et la lutte pour la justice sociale au profit de la lutte pour la justice des genres, des inégalités de race, etc., etc. Donc c'est le PS qui s'est mis dans cette situation d'otage vis-à-vis du seul parti qui avait un programme politique, qui était LFI. Donc ça, je crois qu'il faut le préciser. Troisièmement, ce qui est détestable, je crois, surtout chez Mélenchon, qui est un homme cultivé, qui a une culture historique phénoménale, qui a une culture... Si, c'est un homme très, très cultivé. Je suis même pas sûr qu'il adhère à ce qu'il dit. Moi, ce que je trouve détestable, c'est l'utilitarisme, l'utilisation, l'opportunisme, l'utilisation de la guerre de l'attaque du Hamas sur Israël et de la guerre qui s'en est suivie à Gaza, comme un argument, enfin comme une façon d'avoir des électeurs, de récupérer tout le vote arabe, tout le vote musulman. Et ça, je trouve que c'est quand même, quand il s'agit des valeurs, c'est tout à fait déplorable. Et dernier point, quand même, la France, me semble-t-il, alors je me trompe, trompez-moi, est quand même à droite. 10 millions de gens ont voté pour le Rassemblement national. Le vote... c'est pas forcément la droite, le Rassemblement national. C'est plus compliqué. Droite, oui. Le vote Macron, le vote Macron a toujours été ambigu comme de début, c'est-à-dire il est de gauche sur les questions de société, d'hyper droite sur les questions économiques et sociales. Donc on a une France qui est majoritairement à droite, et donc je ne vois pas quelle est la légitimité, encore une fois, pour LFI de revendiquer un Premier ministre. Non, la légitimité, je ne sais pas si légitimité est le bon mot, mais en tout cas, ce qui explique la part donnée à la personne de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même cette doctrine qui a été formulée par la présentatrice de la matinale de France Inter, qui est que ce qui compte, c'est le moment. Donc à partir du moment où il y a spectacle, et Jean-Luc Mélenchon assure le spectacle plus que beaucoup d'autres, plus que M. Faure, par exemple, ou plus que M. Wauquiez, etc. À partir du moment où il y a spectacle, il y a multi-présence, omniprésence, et de ce fait, en effet, on s'habitue. Et finalement, je ne suis pas sûr, si on interrogeait... Ça serait d'ailleurs la peine, je sais que au moins l'un des directeurs d'instituts de sondage nous écoute régulièrement. Je leur suggère d'ajouter une question, ça ne coûte rien, de demander aux gens qu'ils interrogent. À votre avis, Jean-Luc Mélenchon est-il ou non député ? Et je pense qu'on aurait une réponse étrange. Akram Belkaïd. Moi, juste une remarque générale qui me tient à cœur. Mais je pense que ça pourrait être un très long débat. On peut être pro-palestinien, on peut défendre le droit des Palestiniens. Et en ce moment, je vous renvoie à l'article de Lancet qui établit que le bilan est de 186 000 morts. On peut avoir pour slogan « pas de justice, donc pas de paix ». On peut être antisioniste parce que le sionisme, aujourd'hui, c'est l'annexion des territoires occupés et c'est l'annexion de Gaza, mais ça ne fait pas forcément de vous un antisémite. Or, il s'installe doucement mais tranquillement cette identification dans le débat public français. Oui. Et ça, c'est une victoire de tous les soutiens d'Israël qui, depuis très longtemps, tendent à vilipender et à délégitimer ceux qui défendent les Palestiniens par le seul argument de l'antisémitisme. Et je crois que les mois que nous venons de vivre ont passablement, je dirais, altéré, ont décrédibilisé, ont porté atteinte à la notion même de dénonciation de l'antisémitisme. C'est devenu un jouet politique, ça fuse dans toutes les discussions. Le seul fait de mettre un kéfier aujourd'hui, vous êtes antisémite. Le seul fait de dire mais l'armée israélienne commet des crimes de guerre, vous êtes antisémite. Je crois que lorsqu'on tirera le bilan de cette période, on s'apercevra qu'on est allé très loin dans l'utilisation de cette accusation. Il est évident qu'il y a de l'antisémitisme, y compris dans les quartiers populaires. Antisémitisme culturel, de tradition. C'est évident aussi que des forces politiques exploitent la question de Gaza à des fins électoralistes. Mais de grâce, faisons attention à l'usage de ce terme
et faisons attention à ce que ça ne se soit pas banalisé au point que demain, nous aurons affaire à des gens qui se proclameront antisémites en toute décontraction parce que le mot aura tellement été utilisé qu'il ne voudra plus rien dire. Richard Verly. Oui, je voudrais répondre à Nicole sur la question de la légitimité de Jean-Luc Mélenchon, et ça nous ramène à la question initiale sur le présidentialisme. La légitimité de Jean-Luc Mélenchon, pour moi, ne fait aucun doute. C'est son score à la présidentielle de 2022. Il fait, je le rappelle, 21,95% des voix. Il fait 7,7 millions d'électeurs. Il n'est devancé par Marine Le Pen que de 440 000 voix. Et il est, à cette époque, et peut-être encore maintenant, aux yeux de pas mal d'électeurs de gauche, je ne saurais pas les quantifier, le meilleur candidat possible pour incarner la gauche dans un combat, parce qu'il s'agit bien d'un combat présidentiel face à d'autres adversaires. Ça, on ne peut pas nier cette légitimité. On peut lui reprocher de s'y accrocher, de ne pas tourner la page, de ne pas laisser naître d'autres espoirs présidentiels. Ça, à mon avis, c'est justifié. Mais cette légitimité, elle est pleine et entière et elle nous ramène au début de la conversation. C'est bien pour ça que je pense que les Français ne sont pas anti-présidentialistes et qu'ils restent présidentialistes dans leur tête. C'est ce scrutin qui structure et imprime leur mentalité politique. Jean-Luc Bourlanges. Je suis d'accord avec l'analyse que vient de faire Richard. Je n'emploierai pas le mot légitimité, mais j'emploierai le mot représentativité. Oui, tout à fait. Il est représentatif d'une fraction très importante du peuple français. C'est en cela, à mon avis, qu'il est dangereux. Je voudrais dire un mot sur la question très importante que soulève Akram sur le rapport entre Israël, le sionisme et l'antisémitisme. Je crois être assez bien placé par les prises de position que j'ai eues quand j'étais à l'Assemblée nationale, très très vigoureusement critique de la politique de M. Netanyahou et très 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 solidaire de la souffrance du peuple palestinien, pour vraiment reconnaître, pouvoir dire en connaissance de cause que l'antisémitisme est quand même quelque chose qui se développe très fortement à partir de l'extrême gauche en France. Alors, l'antisionisme, vous donnez une définition du sionisme. Vous dites, on peut être antisioniste, on peut toujours être antisioniste d'ailleurs, mais parce que la politique d'Israël, c'est le développement des colonies. Je suis entièrement d'accord avec l'annexion. Le développement et l'annexion. Oui, oui, absolument. C'est une chose contre laquelle je me suis insurgé, qui m'a valu d'ailleurs une polémique très forte avec l'ancien député M. Meyer Habib. Donc, je me sens très à l'aise pour dire cela. Mais l'antisionisme, ce n'est pas simplement ça. L'antisionisme, c'est l'idée que l'État d'Israël ne doit pas exister. C'est-à-dire, c'est la position fondamentale du Hamas, mais je comprends théoriquement que c'est possible. Mais enfin, il reste qu'Israël a été constitué. Moi, je disais à M. Meyer Habib, quand il disait la Judée-Samarie, c'est pas la colonisation, c'est la Judée-Samarie, je lui ai dit, mon cher collègue, Israël est une création de l'ONU, c'est pas une création de la Bible. Mais c'est une création de l'ONU. C'est une création avec le concours de l'URSS, avec tout un ensemble de choses. Et donc, on est sioniste à partir du moment, je l'avais d'ailleurs dit à M. Lecoq, on est sioniste à partir du moment où on dit qu'on est pour le maintien de l'État d'Israël. Or ça, je crois que c'est le consensus international. En revanche, et c'est très inquiétant, ça n'est pas automatique, mais ça se développe. Le passage de l'antisionisme à l'antisémitisme, j'entendais l'autre jour deux jeunes gens qui parlaient, et l'un qui disait à l'autre « Ah, maintenant je suis content, je peux enfin être antisémite ». C'était pas un garçon qui avait l'air particulièrement méchant et qui était sans doute extrêmement décérébré, enfin déstructuré sur le plan de la culture politique, mais on passait de là à là et on voit les crimes, les mises en cause. Et quand vous voyez les problèmes des familles juives en Seine-Saint-Denis, les problèmes de fréquentation scolaire, tout un ensemble de choses, vous voyez que c'est quelque chose de grave. Et quant à Mélenchon, on peut lui reconnaître quand même suffisamment d'intelligence que quand il met à côté de lui une représentante palestinienne avec un clavier, il sait ce qu'il fait. Oui. Elle est française. Elle est française, oui. Elle est française. Oui, absolument. C'est une citoyenne française, donc elle a le droit.
d'avoir c'est pas une café. question de droit, c'est une question de gesticulation politique. Oui. On sait très bien, qu'il crée une situation de tension extrêmement forte, parce que n'oublions pas que la règle du jeu, le principe fondamental de M. Mélenchon, dont je maintiens qu'il a beaucoup de talent et beaucoup de force et beaucoup de représentativité, sa règle fondamentale, c'est la conflictualité absolue, permanente, constante. Et c'est en cela qu'il n'a pas tellement envie de voir émerger, comme force de gouvernement pacifique, quelque chose qui sortirait du Front populaire. Donc on est bien là dans la division aussi profonde, à mon avis, entre LFI et le reste de la société politique que entre le Rassemblement national et le reste de la société politique. On a vraiment deux contradictions et une extrême difficulté à régler ça, ce qui est lourd de risques. Cette situation ne peut pas durer éternellement, le blocage parlementaire ne peut pas durer éternellement sans qu'il y ait des réactions assez vives, c'est une litote, dans l'opinion publique. Donc je reste extrêmement inquiet pour l'avenir du pays. Notre premier sujet nous a entraînés jusqu'à la limite à partir de laquelle il n'y a plus de deuxième sujet. Mais par contre, nous sommes arrivés à la dernière séquence de notre émission, celle des brèves, que j'introduirai brièvement en faisant l'éloge de la programmation d'Arte. Non pas de la programmation au jour le jour, mais de la programmation grâce à toutes les réserves, ce qu'on appelle le replay. Je ne sais pas si c'est du français ou de l'allemand, vu le caractère franco-allemand d'Arte, mais on y trouve une réserve de documentaires, notamment historiques, plutôt sur l'histoire contemporaine, évidemment, mais pas seulement. Il y a eu un excellent documentaire sur son nom m'a échappé, le grand navigateur portugais. Magellan. Vasco de Gama. Ou Vasco de Gama. Non, Magellan. Il était espagnol, pardon, il naviguait pour les Portugais. Et aussi une réserve de séries et de films. Alors, les films sont souvent des films il n'y a pas que des films confidentiels, il y a aussi pas mal de films qu'on peut revoir avec plaisir, mais il y a surtout des séries, et des séries policières très remarquables, généralement en provenance de pays septentrionaux, et puis en ce moment, une série tirée du livre de Gérard Durel, pas Laurence, mais Durel, sur les Durel à Corfou, qui est vraiment, ce sont des vacances. Ce sont des vacances et ça fait un bien considérable, ça apaise. Donc voilà, vive Arte et sa réserve de séries. Richard Verly. Pardon Jean-Louis, pardon Nicole, mais Fernando de Magellan était bel et bien portugais. Oui, il est né à Lisbonne et il est mort à Lapu-Lapu aux Philippines. Je me disais que à peine avais-je dit cela, je me suis dit j'ai dit une bêtise. Voilà. Ce n'est pas la dernière que je dirai, rassurez-vous. Alors toujours des promesses. Figurez-vous que je comptais faire une brève sur 3 points de suspension, un ouvrage consacré à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc M par Christophe Barbier, qui est un portrait de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas dans sa première partie. Mais puisque nous en avons abondamment parlé, je ne vais pas faire cette brève. Je vais juste donner la référence. C'est publié chez Grasset, Jean-Luc M par Christophe Barbier. Et je vais dire un mot d'un autre livre qui n'est pas encore paru, qui sera publié en août, qui est Paris libéré, Paris retrouvé, chez Kalman Levy, par Anthony Bivor et Artemis Cooper. Et ce qui est passionnant dans cette histoire de Paris pendant l'occupation, Paris libéré et ensuite Paris après-guerre, c'est qu'il est raconté par 2 auteurs britanniques, Artemis Cooper étant, je crois, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Dove Cooper, qui était ambassadeur du Royaume-Uni en France à ce moment-là. C'est absolument passionnant, ça regarde la scène culturelle, policière, judiciaire, politique française de ces années, disons, allant de 1940 à 1947. C'est vraiment, c'est un plaisir de le lire avec cette distance qui fait qu'on peut quelquefois juger les Français et les trouver drôles, triste, tragique et passionnant à la fois. C'est donc Paris libéré, Paris retrouvé de Anthony Bivor, grand historien britannique, et Artemis Cooper aux éditions Kalman Levy, à paraître, je crois, le 20 août. Akram Belkaïd. Oui, alors je voudrais vous parler d'un livre dont le cœur est l'archive. Ça s'appelle « L'orientalisme en train de se faire » et c'est un livre collectif qui est le résultat de l'exploitation des archives de personnel de René Basset,
Alors René Basset, c'est l'homme qui a créé l'école d'Alger, qui était un orientaliste, professeur d'arabe et de berbère à la faculté des lettres d'Alger. De 1880 à 1924, c'est l'homme qui a fait, l'école d'Alger, l'université d'Alger. Donc là, c'est l'Algérois qui vous parle. Il faut rappeler que Alger était la seule ville de l'Empire à avoir une université, et que c'est devenu un centre indépendant d'études, de recherche sur la langue arabe, sur les dialectes, sur le berbère, sur la culture, les différentes cultures. Et c'est un ouvrage passionnant parce que ça montre comment une science se constitue, se fait, comment René Basset, de son bureau, organise la recherche d'informations, de manuscrits. Par exemple, il y a un exemple assez édifiant un de ses informateurs repère un commentaire du Coran avec des enluminures. Et ce livre, aujourd'hui, est à l'université de Leyde aux Pays-Bas. Donc, ça a fait trouver aux portes du Sahara. Il est tout le temps comme ça. Et ça démontre comment aussi l'orientalisme naît, comment cet orientalisme indépendant de l'orientalisme parisien, parce que c'est un orientalisme de terrain, s'entremêle avec la démarche coloniale. Comment les deux s'alimentent, se servent. Et donc, c'est aux éditions ESS, et c'est absolument passionnant. Et ça remet... moi, ça m'a fait penser à cette question à propos de l'archive. Je me dis, voilà, c'est son fonds personnel. 50 000 lettres, vous vous rendez compte, qui ont été exploitées. Qu'en sera-t-il dans 50 ans, un siècle, alors que nos correspondances sont toutes numériques ? Souvent, je me pose la question. Alors, certains disent que l'archive sert la police. Moi, je pense que l'archive est importante, mais en ce monde numérique, je me demande comment les historiens de demain feront. Nicole Nézotto ? Alors moi, l'été, j'adore les sagas, donc je regarde effectivement en ce moment les Durel sur Arte, et je vous recommande 2 ouvrages, d'ailleurs qui m'ont été recommandés par une amie, chère amie Régine. Un qui est la saga des Brunehauf, la splendeur des Brunehauf, par Ise William, qui est paru dans le livre de poche en septembre dernier, septembre 23, et qui est donc l'histoire exceptionnelle de cette famille absolument géniale. On connaît tous Jean de Brunehauf, l'inventeur de Babar, mais ils étaient 4 enfants, tous ont fait des carrières exceptionnelles, non seulement des carrières, mais des inventions exceptionnelles dans l'art, dans la mode, dans l'écriture, dans le dessin et dans la politique, puisque la fille Brunehauf s'est mariée avec Paul Vaillant-Couturier. Donc c'est extraordinaire. Symbolique de cette grande bourgeoisie française de la première moitié du XXe siècle, qui était extrêmement cultivée, extrêmement épris de modernité, extrêmement patriotes aussi, ils vont tous à la guerre. Et donc c'est un ouvrage passionnant. La deuxième saga, c'est celle de la famille Ephrussi. Alors le titre, c'est Le lièvre aux yeux d'ambre. C'est paru chez Flammarion il y a longtemps, en 2015, écrit par Edmond de Val, qui est un des héritiers lointains de la famille Ephrussi. Charles Ephrussi, c'était le modèle de Swann dans la recherche du temps perdu. L'un des modèles. Et c'est L'un des modèles. Oui, l'un des modèles. Mais c'est surtout l'histoire de cette famille richissime, cette grande famille richissime juive d'Odessa au départ, exportatrice de céréales, qui s'est installée à Paris et à Vienne et qui a investi dans l'art. Et dans cette famille dont il ne reste rien, malheureusement, à l'inverse des Brunehauf, dont les héritiers sont encore très présents, cette famille a été complètement détruite par l'histoire et par le nazisme. Et il ne reste qu'une collection de petites miniatures japonaises, les Netsukes, dont l'une a donné le titre à cet ouvrage, Le lièvre aux yeux d'ambre. Donc il ne reste que ça de cette famille. Il reste aussi la villa. Il reste la villa Ephrussi, effectivement, à côté de celle des Camondo, et dans ce 17e arrondissement qui était le lieu où habitaient toutes ces grandes familles du fin du 19e. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi j'ai hésité, j'avais envisagé, mais je ne le ferai pas, de faire une brève sur le comte de Monte Cristo. Mais le fait qu'on n'ait pas abordé la seconde partie de notre programme m'autorise à en tirer une brève. C'est que je voudrais quand même... j'ai été très frappé, au titre des responsabilités que j'exerçais dans une vie antérieure, j'ai été très frappé de l'absence totale, et
totale de référence au monde, à la réalité internationale et à la réalité européenne dans toutes les semaines que nous venons de vivre. Or, c'est quand même quelque chose qui, comme disaient les marxistes à la bonne époque, surdétermine complètement notre politique. Rien sur l'Europe, rien sur l'Ukraine. Même LCI ne disait pratiquement plus rien sur l'Ukraine, rien sur Gaza. Or, on voit à quel point l'histoire est en train d'avancer de façon absolument terrifiante. Quand on voit ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest, ce qui se passe, le double bombardement des hôpitaux à Gaza et à Kiev, l'évolution assez tragique de la candidature démocrate aux États-Unis, tout cela constitue quelque chose de beaucoup plus important que tout ce dont on parle dans la querelle intérieure française. Je vous remercie. Je remercie Max Ballon avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, tandis que Nicolas Tourneau s'occupe de notre site et Olivier Magloire des questions liées à notre plateforme de financement. Je remercie l'arrière-boutique qui a enregistré cette conversation et Nouvelles Écoutes qui la diffuse. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la deuxième de nos conversations avec Sophie Cazot sur les influenceuses et les influenceurs et dimanche prochain pour une nouvelle émission autour de l'actualité.